Mon histoire a sans doute été vécue par plusieurs personnes. Elle n'est donc pas nouvelle et certainement que je ne serai pas la dernière personne à la vivre. Mais j'espère du fond du cœur qu'elle édifiera afin que vous ne soyez pas la prochaine personne à la vivre. Comme le disait mon père, celui qui ne craint pas la femme pourra marcher sur la tête d'un cobra sans peur. La femme est bien la cause de ma souffrance aujourd'hui. Ah, les femmes. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Business Matin sur Business 24 Africa. Encore une fois, je suis très heureux de vous retrouver sur la chaîne panafricaine d'économie Business 24. Pour ce numéro de Business Matin, je reçois sur le plateau Olivia Koudou. Elle est originaire de la ville de Gagnoa, c'est en Côte d'Ivoire, et elle est titulaire d'une maîtrise en droit privé, carrière judiciaire et d'un master 2 de droit public, option droit international humanitaire. Elle vient de publier une œuvre intitulée Les larmes du non-retour. Alors Olivia, c'est votre première œuvre sur le marché. Combien de temps avez-vous mis pour écrire ce livre? J'ai mis pratiquement 2 semaines pour écrire ce livre intégralement. Alors cela veut dire que les idées étaient déjà là? Oui, bien conçues depuis. Alors, comment vous êtes juriste et aujourd'hui vous essayez la littérature. Comment s'est fait cette transition? On va dire que c'est une passion parce que je tiens cette passion de mon père qui côtoyait chaque fois les livres. Donc, étant trop curieuse, j'ai décidé de moi aussi bouquiner avec les livres et aujourd'hui, j'en suis pratiquement heureuse. Est-ce que vous avez le sentiment que vous avez reçu quelque chose à travers les livres? Oui, je reçois toujours quelque chose à travers les livres. J'apprends, ça m'édifie. C'est une source délectable, on va dire. Je suppose que vous avez été bercé par certains auteurs. Oui, bien sûr, par la légende de Sadio de Isaïe Biton Koulibaly, en l'occurrence, par le cahier noir de Camara Dangala, que je salue au passage. Alors, dans votre recueil que vous avez édité, la toute première, 20 ans d'obscurité, vous abordez avec énergie le problème du viol dont est victime parfois certaines jeunes filles. Et dans ce récit, vous parlez d'une jeune fille, se nomme Ina qui a été violée, je crois, et 20 années après, elle ressasse ses souvenirs. Est-ce que c'est facile d'abord pour une femme de replonger dans ses souvenirs-là? Je suppose que ce n'est vraiment pas facile. Je n'ai pas été victime de viol, heureusement. Mais je suppose que ce n'a vraiment pas été facile pour Ina de prendre sur elle, de relater son histoire. Alors, elle a mis 20 ans à parler de cet épisode tragique de sa vie. Est-ce que le fait d'avoir parlé, est-ce qu'elle a été libérée? En partie, oui. Parce que écrit peut s'avérer être une forme de thérapie. De thérapie, question d'oublier, question de partager. En même temps, son épreuve qui, bien souvent, comme dans le cas de Ina ici, ça va être pénible, difficile, douloureux. Donc, dans ce récit dramatique ici, je mets à nu, on va dire, la condition de la femme violée. La condition de la femme violée vis-à-vis de la société et tout ce qui va avec. Pourquoi la jeune fille n'a pas eu l'audace d'en parler à ses parents quand elle a été violée? Il y a la honte aussi qui peut s'avérer être un facteur. La honte, l'opprobre qu'elle jettera en avouant à ses parents qu'elle s'est fait voler, l'opprobre qu'elle jettera sur sa famille, pourquoi pas, peut constituer un frein à l'aveu. Mais est-ce que aujourd'hui beaucoup de jeunes filles ou bien de parents savent que le viol est punissable? Effectivement, fort heureusement en Côte d'Ivoire, les jeunes filles ont une scolarité normale. La plupart vont jusqu'à l'université. Donc je me dis en même temps qu'elles sont bien informées de ce que le viol est punissable en Côte d'Ivoire. Mais généralement, quand ça arrive, les parents n'osent pas. Oui, les parents n'osent pas parce que la famille se verra être exposée en même temps au grand jour. Et on préfère que ça reste un secret. On préfère que ça reste secret pour ne pas exposer la famille, comme je le disais tantôt. Mais est-ce que généralement, ce ne sont pas les victimes même qui sont culpabilisées?
Parce que quand elles se plaignent, par exemple, quand vous vous rendez à un poste de commissariat pour dénoncer un viol, est-ce que le regard que très souvent les gens ont tout de suite là, ce n'est pas un regard un peu accusateur? Le regard extérieur gêne toujours. En toute chose, le regard extérieur gêne. Mais en même temps, dans le cas de Ina ici, elle a mis du temps à écrire et elle n'a pas relaté son histoire à sa famille parce que tout de suite, elle s'est dit qu'elle allait être, disons, exposée. D'abord exposée et en même temps jugée les railleries qui vont avec. Voilà. Et en même temps, dans cette histoire, on va dire qu'elles ont un peu favorisé le viol. Parce qu'elles ont elles ont tout de suite fait confiance à des inconnus, à des amis, parce qu'ils leur offraient des justement, à la page 19, à la page 19, Ina qui écrit son histoire, elle dit: un jour Georges donnait rendez-vous à sa fille. Je proposais qu'on y aille ensemble toutes les deux, ainsi nous serions protégés, même si en réalité le dessein de profiter de la générosité de notre bienfaiteur m'animait. Il y a encore de nos jours des jeunes filles qui pensent comme Ina l'a fait là. Oui, effectivement. De nos jours, les femmes, on va dire la jeunesse d'aujourd'hui, parce que je ne vais pas accuser toutes les femmes quand même. La plupart des jeunes aujourd'hui pensent que on peut profiter des largesses des hommes gratuitement. Et c'est ce que j'ai essayé de dépeindre ici dans ce récit. Mais elle a pris à ses dépens. Oui, malheureusement. Alors, en abordant dans vos écrits cette histoire qui est vécue par l'une de nos héroïnes, est-ce une façon pour vous déjà de défendre la condition féminine? En partie, oui. Mais en même temps, je touche du point le désistement des parents vis-à-vis de l'éducation de leur enfant. Parce que on sait tous que l'éducation même primaire de l'enfant commence en partie par les parents qui sont les premiers éducateurs, bien avant l'école et la société. Donc ici, nous constatons que les parents sont démissionnaires, malheureusement. Ils sont démissionnaires et ils sont préoccupés par la sécurité financière. Donc, en quelque part, ils exposent leur enfant. Oui. Voilà. Alors, à la page 27, vous écrivez ceci, en parlant de votre père. Tu as emporté avec toi mon cœur. Je n'arrive plus à aimer de peur de revivre une telle souffrance. Effectivement. C'est ça, je ne sais pas quoi dire, parce que c'est tellement vrai que je ne sais plus quoi rapporter dessus quand même. Est-ce que après toutes ces années, vous ressentez toujours cette douleur? Oui, je ressens toujours cette douleur, ce vide-là, parce que je vois, j'ai plus cette chance-là d'avoir un père avec qui échanger. Lui fait part de mes insuffisances, lui fait part de mes manquements. Certaines fois, c'est triste, mais c'est la vérité. Vous le dites parce que plus loin, vous écrivez tout comme moi. Sans doute que les personnes qui ont perdu un être cher ont tendance à nier cette réalité. Oui, on pense toujours que c'est un rêve, qu'on va finir par se réveiller et que cette personne-là sera là, bel et bien vivante et tout. Oui. Mais quand vous êtes jeune, déjà à 12 ans, vous affrontez ces genres de réalité. Est-ce que aujourd'hui, cela vous a quand même permis d'appréhender la vie autrement? Oui, on va dire que je l'ai perdu très tôt. Je l'ai perdu à l'âge de 6 ans. Voilà. Donc, ma mère a su jouer le rôle. A su jouer le rôle de père et de mère à la fois. Donc, je tiens à lui tirer mon chapeau. Alors, décrivez-moi un peu. C'est vrai que vous avez perdu votre père très tôt, mais déjà, votre enfance, quels sont les souvenirs que vous gardez de votre père? Je garde des souvenirs assez positifs parce que je ne veux pas garder les souvenirs de sa longue maladie qu'il a assez terrassée. J'en parle mais brièvement dans ce récit-là. Je garde de bons souvenirs. J'ai même conservé ses livres, la plupart de ses livres. Et aujourd'hui, je pense qu'il est présent au travers de ces livres-là. Mais est-ce que le combat, parce que vous l'avez connu malade et vous avez vu que c'était un combat quotidien pour vous, peut-être il souffrait mais ne vous faisait pas ressentir cela. Est-ce que cette façon de faire vous a plutôt en fait permis de savoir que quelle que soit l'adversité, il faut toujours se battre dans la vie? Bien évidemment.
Bien évidemment, ça m'a permis de savoir que l'adversité fait partie de la vie. Et en même temps, j'ai pu comprendre que la vie est bien la complice de la mort. Voilà. Alors, ce qui est un peu, j'ai trouvé un peu, voilà, au début vous écrivez à Paul, c'était le prénom de votre papa. Oui, il se prénommait Paul. Et c'est comme ça que tu l'appelais ou? Non, c'était papa. Ok, d'accord. Alors, il y a aussi un autre personnage de votre recueil qui une dame. Une dame qui parle un peu de la vie de couple. Voilà, le fils du diable. Oui. Voilà. Ici, vous abordez le problème de l'infantilité, de l'infertilité que certaines femmes rencontrent dans leur foyer au quotidien. Est-ce que pour une femme procréer, c'est vraiment important? Oui, pour une femme procréer, c'est vraiment important. C'est vraiment important. Je suppose que j'aurai la chance de procréer. Bien évidemment. Mais ici, dans ce récit, Le Fils du Diable, j'essaie de mettre à nu la condition de la femme. La condition de la femme martyrisée dans son couple. Et je mets en même temps à nu la présence de la belle famille dans nos couples africains. Parce que dans ce récit-là, il y a la belle-mère qui impacte négativement. Mais justement, en parlant de cette belle-mère, vous écrivez « Avoir une belle-mère comme la mienne est un vrai cauchemar. Son visage était d'une pâleur inquiétante, avec son regard démoniaque. » Est-ce que c'est pas trop dur, cette description d'une belle-mère? C'est tellement que parce que la belle-mère n'a pas su jouer un bon rôle, je suis bien obligée de... Mais généralement en Afrique, c'est ce qu'on pense des belles-mères. C'est la triste réalité. On ne pose pas ça comme ça. On n'a pas l'habitude d'observer que la belle-mère impacte assez négativement dans les couples. Et c'est ce que j'ai réussi à dépeindre là. Mais est-ce que c'est la réalité? C'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas, mais sur 10 couples, on prendra 8 qui sont dans cette situation-là. Mais vous êtes une femme. Oui. Écoute, d'ici demain, on vous affuble un tel portrait comme belle-mère. Est-ce que cela vous... Je ne pense pas agir comme cette belle-mère-là dans ce récit. Donc, je suppose qu'on ne va pas m'attribuer tout ça. Non, parce qu'en fait, la belle-mère, elle, tout son vœu, c'est qu'elle voulait que la femme de son fils lui donne un petit-fils. Et ça, c'est légitime. Oui, mais elle devait procéder autrement. C'est ce que demandent toutes les belles-mères. Oui, bien évidemment, mais elle devait procéder autrement. Elle devait se mettre à la place de la dame qui n'a pas choisi d'être stérile. Voilà. Alors, il y a aussi, je veux dire qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui souffrent parce qu'elles sont stériles, parce qu'elles ne peuvent pas avoir d'enfants. Malheureusement, et elles sont bien obligées d'avoir recours à certaines pratiques pour avoir un enfant. Justement, parce que votre personnage ici, pour coûte que coûte avoir un enfant, elle aura recours à des pratiques mystiques et elle va en payer cher. Elle a vu que son couple battait de l'aile puisque la belle-mère avait proposé de ramener une seconde femme à son fils qui est susceptible de lui faire des enfants, donc lui donner des petits-enfants et tout. Donc elle était bien obligée d'avoir recours à des pratiques mystiques, comme je l'ai dit ici, pour avoir un enfant. Mais selon toi, pourquoi elle n'a pas accepté une coépouse? Je pense que ça sera encore l'enfer d'accepter une deuxième femme. Vraiment, les femmes entre elles ne s'accommodent pas aussi facilement. Il n'y a pas vraiment d'osmose à dire vrai entre frères, entre sœurs et sœurs. Et à fortiori, une rivale quand même. Donc, de nos jours, je ne suis pas pour... Vous pensez que la polygamie. La polygamie est une mauvaise chose? Oui, je le pense sincèrement que c'est une mauvaise chose. Dans ce cas de figure où la femme ne peut pas procréer, où elle ne peut pas donner un enfant à son mari, et si celui-ci décide de prendre une seconde épouse? Je pense pour mon humble avis que si c'était l'homme qui était dans cette condition-là, si c'était l'homme qui était stérile, la dame allait rester à ses crochets, elle n'allait pas partir se prendre un second mari. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce que je sais, les femmes sont un peu plus maternelles et tout. Les femmes sont un peu plus maternelles, on va dire. Donc, pour ne pas accepter cette condition, elle a recours à des pratiques mystiques. Effectivement. Oui. Et de cette pratique-là naîtra un enfant baptisé Canary,
parce que le féticheur a demandé à ce qu'il se prénomme Canary et cet enfant-là ira jusque violer sa mère et ôter la vie à son père. Alors, c'est vrai que c'est une histoire que vous racontez, mais est-ce qu'au quotidien, ces genres de choses-là, on en côtoie tous les jours? On va dire que ces histoires émanent de mon intellect. Ça dit que des femmes qui parce qu'elles veulent forcément avoir d'enfants, et cela les amène jusqu'à ce qu'elles aillent avoir recours à des marabouts. Oui, malheureusement, parce que c'est la pratique la plus facile et en même temps la plus rapide. On va dire que c'est la plus rapide, oui. Donc d'avoir un enfant par le biais d'un marabout. Mais pourquoi parce que dans ce cas de figure, la femme, elle n'a pas accepté que son mari épouse une seconde femme, mais il y a aussi d'autres moyens aujourd'hui pour avoir des enfants. La médecine a évolué. Oui, la médecine a évolué, mais nous sommes encore en Afrique et là, c'est encore débousser des fonds pour ce faire. Et je ne pense pas que, vu l'impact que la belle-mère avait dans ce couple-là, elle allait quand même accepter que son fils ait recours à ces pratiques-là pour obtenir un enfant. Alors toujours en poursuivant le même sujet, dans les noces de paille, c'est plutôt une femme qui, désireuse d'avoir un mari, disons, fera tout. Ah oui. Aura même aussi en fait recours à un marabout. Encore un marabout. Je suppose que c'est une femme désespérée. Oui, c'est une femme désespérée. Et ce genre de femmes, on en rencontre tous les jours. Oui, au quotidien. Une femme à 32 ans qui n'est pas mariée. C'est pénible parce que la société lui fera sentir qu'elle n'est toujours pas mariée. Mais est-ce que je pense que le mariage, je disais, le mariage est le couronnement du bonheur dans la vie? Dans la vie de la femme, oui. Pour certaines femmes. Et c'est toujours bienvenu d'être avec celui qu'on aime, reconnu légalement et tout. C'est une sorte de sécurité matrimoniale, on peut le dire. Mais en poursuivant une telle idée, une telle quête, est-ce que les femmes ne sont pas livrées à elles-mêmes à pas mal de choses pour avoir coûte que coûte un mari? Oui, malheureusement, et c'est ce que je dépeins ici dans les noces de paille. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir de ce recueil Innocence volée? Ici, on peut retenir, comme je l'ai souligné ici en retenant, on dira que celui qui ne craint pas la femme pourra marcher sur la tête d'un cobra sans peur. La femme est bien la cause de ma souffrance aujourd'hui. Donc on pourra dire ainsi que les femmes peuvent s'avérer être méchantes quand elles le veulent. Vous êtes une femme, c'est pas une description. Quand même. Non, c'est pas péjoratif, je dépeins la réalité comme toute bonne écrivaine et tout. Alors, passer 10 années à la Maca pour une chose qu'on n'a pas commise, est-ce que c'est pas vraiment de l'injustice? C'est vraiment de l'injustice, mais c'est pas nouveau. Parce que toutes les personnes incarcérées, malheureusement, ne sont pas coupables aujourd'hui. Et comment arrivera-t-on à le prouver? Et lui, il est parti parce qu'une femme était plus ou moins amoureuse éperdument de lui. Et qu'il a refusé les avances de cette dernière et se retrouve à la Maca pour 10 années. C'est beaucoup quand même. Oui, ça fait beaucoup. Alors, Olivia Koudou, qu'est-ce qu'on peut retenir de votre recueil, Les Lames du non-retour? On pourra retenir que c'est l'histoire d'une jeune fille qui a décidé de rendre hommage à son père en écrivant. Ok, vous êtes à votre premier essai. Oui. Est-ce que vous avez encore d'autres projets dans ce sens-là? Oui, effectivement, je pense toujours faire dans la prose parce que c'est ce qui est beaucoup lu. Pas loin de moi l'intention de limiter la littérature à sa plus simple valeur marchande, non. Mais je pense que je m'y plais bien à m'essayer à la prose. Mais déjà dans cette première œuvre, on sent tout de suite que vous voulez en fait défendre la cause féminine. Oui, comme toute bonne femme, je me dois de défendre la réalité de la femme, les causes de la femme. De nos jours quand même, parce qu'on peut toujours quand même continuer. Mais je ne caresse pas tout le temps. Victime dans la société. Je ne caresse pas tout le temps. Je ne caresse pas tout le temps les dames. Hein. Les dames, non, je ne les caresse pas chaque fois dans le sens du poil, non. À travers mon dernier récit, je montre qu'il y a des femmes qui sont vraiment amères quand elles le veulent. Ok. Juste un dernier mot. Je tenais à dire merci à la chaîne Business 24 qui me donne l'opportunité de présenter mon œuvre aujourd'hui et cette ambition de valoriser la culture ivoirienne, notamment les écrits.
Alors, avant de partir, nous allons vous laisser l'occasion de marquer votre passage sur notre plateau. D'accord. Alors, on va te laisser, Olivia. Voilà. À la chaîne Business 24, un plaisir pour moi de vous adresser ces lignes. Pour votre amour du livre et des belles bonnes lectures, Olivia Koudou. Nous aussi, nous avons eu plaisir à la recevoir sur ce plateau dans le cadre de Business Matin. Business Matin, c'est sur votre chaîne panafricaine d'économie, Business 24 Africa. Merci de votre aimable intention. Passez d'agréables moments en compagnie des programmes de Business 24 Africa. Au revoir. Au revoir.